La COP30 s'ouvre demain à Belém, au Brésil. 170 pays qui ont signé la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques tenteront de faire consensus dans un contexte qui est très difficile entre retrait américain de l'accord de Paris et attaque sur l'origine humaine du changement climatique. On voit ça avec vous, Dimitri Carbonel. Bonsoir, oui. Soyez le bienvenu, expert en adaptation au changement climatique. Alors, vous avez écrit un ouvrage qu'on ne peut que conseiller. Oui, il est frappant. Il dit 2050, crash ou renaissance. Oui. Est-ce qu'on peut dire que ce qui va se passer à la COP 30 va déjà donner là de 2050? En fait, à mon avis, c'est une COP de transition. Pourquoi ? Parce que on le voit bien, il y a une sorte de, ce qu'on appelle le backlash ou un retour contre justement les enjeux environnementaux, contre le climat. De l'autre côté, on voit qu'il y a de plus en plus de catastrophes naturelles qui sont aggravées par le réchauffement climatique. Et donc, que ce soit les Philippines ou en Chine ou aux États-Unis, ils le subissent de plus en plus. Et il y a un point, souvent, on parle de est-ce qu'on va parvenir à réduire nos émissions de CO2 ? On dit on n'y arrivera jamais. Ouais. En fait, si, potentiellement oui. Pourquoi ? Parce que si vous avez une usine qui est inondée, il n'y a plus d'émissions de CO2. Si vous avez une route qui est inondée, désolé, vous pouvez pas vous déplacer. Donc de toutes les manières, on va y avoir de la réduction d'émissions de CO2, mais de force. Malgré nous, avec oui. les drames climatiques qui nous attendent, c'est ça que vous dites. Alors justement, on revient sur cette COP, vous l'appelez COP de transition, oui. Si j'ai bien compris. C'est quoi les enjeux d'une COP de transition ? Je vous donne un exemple très clair. Il n'y a pas les États-Unis. On remet de plus en plus en question le fait que ce soit l'humain qui ait un impact sur le réchauffement climatique de la planète. On a des pays qui sont présents avec des enjeux économiques très prégnants. Le Brésil, qui accueille cette COP, aussi entre amour du pétrole et une volonté de sortir des énergies fossiles. Une fois qu'on a expliqué toute cette schizophrénie, qu'est-ce qu'on obtient ? Qu'est-ce qui reste ? Alors, première chose, il y a certaines petites choses qui sont en train d'être faites, notamment des contributions volontaires ou d'autres choses. Autre point, le réchauffement climatique est entièrement lié aux activités humaines. S'il n'y avait pas d'activité humaine, le réchauffement climatique, il ne serait pas là. Ouais. Après, il faut bien se dire que aujourd'hui, peut-être la COP 30 n'a peut-être va pas avoir beaucoup d'impact. En revanche, celles de 35 ou de 40 vont être très importantes. Pourquoi ? Parce qu'on va garder ce lien entre les pays. Et lorsqu'on va commencer à y avoir de plus en plus d'inondations, de catastrophes naturelles, il est nécessaire d'avoir justement un lieu où les pays peuvent être ensemble et justement commencer à coopérer pour faire face et s'adapter justement à ces changements climatiques. Mais ce sera pas trop tard ? De toute façon, ça sera de pire en pire. Donc, trop tard, ça dépend pourquoi. On sera. Par exemple, 2050, le titre de votre livre. Mais il m'a frappé, ce livre. J'ai trouvé très intéressant. Crash ou renaissance. On voit très bien où on se crache. Et c'est fini, pour tout le monde. Non. On renaît et il se passe quelque chose. C'est pas comme ça. C'est-à-dire que il va pas y avoir une sorte d'effondrement. Ce sera juste de pire en pire. C'est-à-dire que la question est, plus on attend, plus ce sera compliqué, de s'adapter. Je vais prendre un autre exemple, c'est par exemple l'intelligence artificielle. On déploie de plus en plus de data centers. Ça a un impact notamment en termes d'eau, en termes d'électricité. Moi, je parle parfois de technocollapse, juste pour expliquer ce que ça signifie. C'est quoi une technocollapse ? En fait, l'idée, le principe, c'est le suivant, c'est le fait que certaines villes puissent, donner tellement d'énergie et d'eau à des data centers qui croissent exponentiellement, qui pourraient se mettre en situation, entre guillemets, d'effondrement. Alors, c'est un peu brutal ce que je dis là, mais vous voyez Marseille, vous voyez pas New York, mais Texas, par exemple, qui a légiféré là-dessus. L'Irlande, près de 23% justement d'électricité est dédiée aux data centers, c'est 28% pour les habitants. On se trouve dans une situation où il y a une concurrence d'usage entre les habitants et les data centers et potentiellement avec, dans certains cas, risque de, comme je disais, de technocollapse ou de villes qui puissent subvenir à l'ensemble des besoins. Alors justement, quand on a un géant de l'intelligence artificielle qui s'appelle les États-Unis d'Amérique, qui sort des accords de Paris, qui n'est pas à la COP 30, qui dit je vais forger, je le traduis, mais ce sont les mots de Trump. Ouais, exactement, drill. Comment on se positionne quand on est par exemple la France ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir la différence de position entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis sont en train de se tirer des grosses balles dans le pied. Ça, c'est une première chose. La Chine a été beaucoup plus maligne avec une vision à long terme parce qu'elle investit dans les énergies renouvelables. C'est celui qui produit le plus d'énergie renouvelable. Il commence, alors certes, ils utilisent encore beaucoup de charbon, mais ils commencent à réduire les émissions de CO2, développent de plus en plus les éoliennes. Ils l'utilisent pour avoir
plus d'emplois chez eux. Ils vendent leur technologie à l'étranger. Pourquoi? Parce que au bout d'un moment, il y aura de moins en moins d'énergie fossile, quoi qu'on en dise, ou ça coûtera en tout cas de plus en plus cher. Ils vont vendre ça à tout le monde au bénéfice de la Chine. Donc la France a beaucoup plus intérêt à investir dans ces technologies pour être en pointe sur ces technologies plutôt qu'attendre ou commencer à poursuivre sur les énergies fossiles. Nous rejoint François Gémen. Soyez le bienvenu, monsieur. Vous êtes professeur à HEC, président du conseil scientifique de la Fondation pour la Nature et l'Homme, mais vous êtes aussi et surtout, monsieur, un membre du GIEC. On parlait à l'instant sur ce plateau avec Dimitri Carbonel de cette COP30. Dimitri Carbonel nous disait, pour moi, c'est une COP de transition. Néanmoins, c'est important aussi d'avoir des transitions. Premièrement, est-ce que vous le rejoignez sur la question de la COP de transition? Et puis, dans un second temps, pour vous, si on est une COP de transition, on a quoi comme enjeu? On amène quoi? Oui, alors je dirais pas que c'est une COP de transition, parce que c'est quand même une COP qui marque les 10 ans de l'accord de Paris, et que l'accord de Paris prévoit que tous les 5 ans, les pays doivent revoir à la hausse leurs objectifs. Et effectivement, dans ce sens, la COP30 marque quand même une étape importante parce que c'est à ce moment-là que les pays vont revoir à la hausse leurs objectifs et que l'on va donc avoir une nouvelle trajectoire de réchauffement. Par ailleurs, c'est aussi une COP qui est très importante pour le Brésil. Il faut savoir que le Brésil, historiquement, c'est lui qui est la plus grosse délégation lors des COP, et donc c'est un enjeu diplomatique absolument capital pour le Brésil qui a l'intention de mettre l'accent évidemment sur la lutte contre la déforestation qui jusqu'ici avait été un peu un point aveugle dans les négociations sur le climat. Reste que évidemment cette COP s'ouvre dans un contexte géopolitique très compliqué, avec un monde plus fragmenté que jamais, avec des reculs politiques qui sont très importants. On a vu les atermoiements européens, il y a évidemment le retrait des États-Unis qui va compliquer les choses. Et donc, c'est ça qui fait qu'on ne peut pas véritablement attendre de grandes avancées notables, même si le Brésil a l'intention de faire de cette COP30 la COP de l'action, de la mise en œuvre et de passer du stade des promesses à la mise en œuvre concrète. On verra ce qu'il en sera. Vous avez évoqué, monsieur Gémen, le symbole, l'importance pour le Brésil à l'instant. Et si on reste sur cette sphère symbolique, c'est une COP qui s'ouvre dans la ville de Belém. Elle est aux portes de l'Amazonie. Ça veut dire qu'on négocie au cœur du problème, de ce qu'on doit sauver impérativement, d'un poumon de notre planète. Bien sûr. Alors, concrètement, il faut le dire, ça pose des problèmes logistiques à tout le monde, que ça soit à Belém, parce que ça veut dire des vols supplémentaires, ça veut dire des questions très compliquées en termes d'hébergement, parce que c'est pas du tout une ville qui a la capacité hôtelière qui permet d'accueillir ce genre d'événements, mais le Brésil tenait absolument à ce symbole. Il y a eu d'intenses tractations pour essayer de relocaliser la COP à Sao Paulo ou à Rio. Le Brésil n'en a pas voulu entendre parler. Pour eux, c'était essentiel que la COP ait lieu aux portes de l'Amazonie, parce que le président Lula, évidemment, entend vanter son bilan en matière de lutte contre la déforestation et veut vraiment que cette question de la déforestation soit au cœur des débats. C'est pour ça qu'il a, ces jours derniers, lancé un fonds de contribution pour aider à lutter contre la déforestation. Pour eux, c'est vraiment un dossier prioritaire. Messieurs, et je vais vous poser la question à tous les deux. Vous pouvez également intervenir à distance, François Gémen, et vous, à côté de moi, Dimitri Carbonel. Le Brésil vient de se lancer, c'est une des informations très prégnantes de la journée, dans l'exploration pétrolière au large de l'Amazonie. Et on a compris les enjeux à l'instant avec François Gémen du Brésil. Comment est-ce qu'on interprète cette espèce de schizophrénie ? En fait, c'est que c'est extraordinairement pragmatique. La Norvège a aussi ce type de cas. Ils explorent aussi justement le pétrole aussi. Ils poursuivent leurs explorations. En fait, le problème, c'est pas tant, leur enjeu, c'est pas tant le climat, c'est comment est-ce que le Brésil, ou la Norvège ou la Chine, etc., on parvient à subsister ou poursuivre dans le futur. Peu importe, à la limite, ou l'environnement. Après, bien sûr, le Brésil est attaché à sa forêt et évidemment, ils veulent en faire un symbole. Mais de l'autre côté, il y a des pressions économiques qui font que ils ont un double discours. François Gémen, vous voulez réagir ? Mais évidemment, le Brésil a la possibilité d'exploiter sa manne pétrolière. C'est une source de revenus très importante. Il faut rappeler, le mix énergétique du Brésil, il dépend pas beaucoup des énergies fossiles. Il dépend essentiellement de l'énergie hydroélectrique. Il y a énormément de barrages, effectivement, qui fournissent l'énergie et l'électricité au Brésil. Et donc, l'essentiel du pétrole que le Brésil va forer,
Il sera destiné à l'exportation. C'est dans ce sens que le Brésil a rejoint, il y a maintenant 2 ans, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP. Et le Brésil se dit, effectivement, vu que nous avons cette manne d'argent, pourquoi nous en priver alors que nous sommes un pays qui a encore d'énormes besoins en développement? Parmi les objectifs de cette COP30 visée, moins 90% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2040. Est-ce que c'est encore possible? Est-ce que c'est complètement utopique, mais que ça permet de se rencontrer, de trouver à minima des accords? À la limite, il serait peut-être préférable d'avoir des objectifs qui soient moins importants, mais qui soient réalisés et réalistes. Parce qu'encore une fois, le problème, c'est qu'à force de mettre des objectifs qui deviennent inatteignables, inaccessibles, eh bien, au final, les gens disent, bon, de toute façon, allez, 90, allez, on va faire 100% en 2040. Enfin, je veux dire, c'est absurde. Donc, derrière, à la limite, il vaudrait mieux presque faire un retour un peu aux bases en disant, OK, où est-ce que nous, on peut véritablement aller? On a des objectifs qui sont clairs. C'est vrai qu'on n'est pas là où on devrait. Et de toutes les manières, il y a la voiture balai, je l'ai dit, du climat, avec des inondations, des sécheresses, moins d'eau, donc des canicules, des cyclones de niveau 5 qui se développent de plus en plus parce que c'est alimenté par le dérèglement climatique, le réchauffement climatique. Donc je pense qu'il y a une vraie attente pour passer effectivement des paroles aux actions, mais pour l'instant, on n'y est pas. François Gémen, si on devait finir notre entretien à tous les trois sur une note positive, bon, il y a cette COP qui s'ouvre, elle aura au moins le côté extrêmement positif, c'est une réalité, d'exister avec des pays qui continuent à faire face malgré la défection américaine. Bon, qu'est-ce qui peut en sortir de bon? Et pourquoi est-ce que c'est tout de même très important que cette question écologique soit une question primordiale dans le monde qui nous entoure? Bien sûr. D'abord, un élément avant de répondre à votre question. L'objectif mentionné de moins 90% d'émissions d'ici 2040, c'est pour l'Union européenne, évidemment. C'est pas pour le monde entier. Oui, bien sûr. Et je suis assez d'accord avec Dimitri Carbonel que je préférerais effectivement que on ait des objectifs peut-être plus modestes, mais qui soient atteints, plutôt que d'être dans une surenchère de promesses qui ne soient pas tenues. Cela étant, que peut-on attendre de la COP30 au Brésil? J'ai envie de dire, ne nous focalisons pas trop sur le texte de la déclaration finale, qui doit de toute façon être approuvé au consensus de 200 pays, et ça va être extraordinairement compliqué. Mais par contre, en marge de la négociation, il y a énormément de projets qui sont menés, de financements qui sont trouvés, de coalitions qui sont créées. Et c'est peut-être ce qui va se passer en marge de la négociation qui dessine en réalité les contours de l'économie de demain, qui sera forcément moins carbonée et plus circulaire que l'économie d'aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir accompagnés ce soir pour ce focus sur cette COP30 qui ouvre donc lundi et qu'on va suivre, bien évidemment, avec beaucoup d'attention. Allez,